Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Apogée TV. Depuis quelques jours, la star de la chanson malienne Sidiki Diabaté est empêtrée dans des déboires judiciaires dans son pays. Lynché sur les réseaux sociaux et même sujet d'une pétition lancée par des femmes afin qu'il soit traduit en justice, Sidiki Diabaté n'a d'autre choix que de dire sa part de vérité. Accusé de séquestration, de coups et blessures volontaires et d'atteinte à l'intimité à l'encontre de sa compagne Mariam So, le chanteur a répondu dans un post où il affirme être victime d'une cabale avec pour seul objectif de salir son image et de lui extorquer de l'argent. Derrière tout cet acharnement, il y a une grande manipulation de la part de gens qui me veulent du mal et qui utilisent cette affaire pour essayer de me nuire. Depuis longtemps, je suis victime de tentatives de chantage de la part de ceux qui veulent me faire passer pour un criminel. La vérité éclatera au grand jour, tôt ou tard, s'est-il défendu. Au moment où nous publions cette vidéo, le chanteur était encore en garde à vue. Pour sa part, la victime qui a porté plainte s'est expliquée par la voix de son avocate, Maître Nadia, qui était face aux grandes gueules sur Espace TV ce mardi 22 septembre. Elle s'est longuement exprimée sur les suites à donner à cette affaire. On l'écoute. C'est l'avocate que nous avons en direct, mon cher Moïse. Évidemment, en direct ce matin, on parle de cette affaire Sidiki Diabaté. La dame, elle est là. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Moussa. Bienvenue donc dans les grandes gueules, madame. Alors, expliquez-nous comment vous avez pu mener la procédure jusqu'à porter donc plainte contre Sidiki Diabaté, parce qu'on a reçu votre cliente dans cette émission et semble être dubitatif. Est-ce qu'il a bien fallu la convaincre, l'amener à comprendre dans quelle situation elle se trouvait? Je crois qu'il y a un bout de votre question que j'ai pas entendu. Et si je crois bien comprendre votre question, moi, ma cliente, quand je l'ai reçue, elle m'a formellement demandé de déposer plainte en son nom et pour son compte, pour les faits infractionnels qu'elle a subis. Donc, j'ai pas eu, moi, à la convaincre de déposer plainte. Elle est venue me constituer pour que je puisse porter plainte en son nom et pour son compte. Alors, à ce jour, où en est-on avec la procédure judiciaire? Alors, la plainte a été formalisée et les auditions ont commencé hier. Et je crois même que depuis le week-end, les tractations ont commencé. Et hier, ma cliente a été entendue. Elle a pu faire ses dépositions au niveau de l'unité d'enquête qui a été désignée par le procureur. Nous apprenons donc que Sidiki Diabaté, est-ce que c'est une conséquence de la plainte que vous avez déposée? Sidiki Diabaté aurait donc été arrêté, donc il serait en garde à vue. Est-ce que ça découle de la plainte que vous avez portée? Oui, absolument. C'est la procédure qui est en cours. Donc, je crois qu'il était également hier à l'unité d'enquête. Il a été convoqué depuis le week-end. Il a été convoqué, enfin depuis avant le week-end, si je ne m'abuse pas. Et donc, c'est la procédure qui continue. Bonjour, maître. Deux questions. La première, c'est est-ce que c'est une plainte qui a été déposée avec constitution de partie civile? Et deuxièmement, quel est l'intitulé exact de la plainte? Parce qu'on entend tout et son contraire. Donc, on voudrait que la partie civile que vous êtes nous éclairiez là-dessus, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas encore formalisé la constitution de partie civile et certainement que vous y connaissez, elle sera formalisée en cours de procédure. Nous avons déposé plainte entre les mains du procureur pour coups et blessures volontaires, pour séquestration, pour atteinte à l'intimité. Donc, c'est une plainte qui a saisi le procureur, bien qu'il ait été saisi par les informations qui circulaient ça et là.
Mais c'est une plainte qui a été bel et bien formalisée et déposée en son cabinet. Est-ce que c'est du record, troisième question, est-ce que c'est du ressort, pardon, de la cour correctionnelle ou de la cour d'assises? Parce qu'il y a quand même, les faits sont assez graves, d'après ce que j'ai compris. Alors, pour les faits que nous avons relevés et que nous avons indiqués dans notre plainte, ils sont pour l'instant correctionnels. Mais puisque c'est une procédure pénale et que beaucoup de personnes vont être entendues, la partie civile, comme l'auteur présumé, va certainement indiquer des choses. Il n'est pas rare qu'en cours de procédure, d'autres faits infractionnels, peut-être criminels, puissent être relevés. Donc ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ça, il revient à l'enquête et à l'instruction certainement qui va être désignée. Je ne parle pas avant le procureur pour faire la part des choses. Donc voilà. Alors, maître, les cas de violence basés sur genre chez nous en Afrique sont souvent difficiles d'aboutir. Ils aboutissent difficilement par la voie judiciaire. Est-ce que, parce que j'imagine que votre cliente peut-être est un peu quelquefois harcelée, notamment par des fans, notamment par des proches. C'est ce que nous avons constaté en traitant de ce dossier. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une certaine pression derrière? Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous êtes sûr que ce dossier ira jusqu'au bout? Oui, madame, je suis absolument convaincue que ce dossier ira jusqu'au bout pour la simple raison que moi-même, quand je prends un dossier, je vais jusqu'au bout. Et pour aussi une autre raison, c'est qu'il y a, depuis 2015, je m'occupe de ces questions. J'accorde une partie de mon temps professionnel à ces questions et essentiellement à ces questions, à la défense des femmes victimes de violences. Et la justice malienne, elle est aussi jusqu'au boutiste lorsqu'on suit le dossier. Donc, je n'ai pas de doute. Alors, la pression, oui, certainement que ma cliente l'a subie. D'autres la soutiennent, d'autres la condamnent, d'autres la critiquent bon an, mal an. On va dire que c'est de l'ordre du normal quand une affaire comme ça éclate face à une personnalité comme ça. Donc, mais est-ce que c'est une pression sur la justice? Je ne pense pas. Pour moi, non. Pour moi, je suis tout à fait dans mon rôle. Je le fais presque tous les jours pour les femmes qui sont manifestement victimes de violences. Alors, madame, jusqu'où peut aller la justice malienne en pareille circonstance? À quoi peut-on s'attendre si vraiment la culpabilité de l'artiste arrivait à s'avérer? À quoi peut-il s'attendre? À ce que la loi lui soit appliquée pleinement. Oui, mais c'est la précision sur cette question, c'est à quelle peine est-ce qu'il est exposé? Pardon? À quelle peine est-ce que Sidiki Diabaté s'expose si le dossier vous était favorable? Alors, il y a une peine de prison. Il y a une peine de prison. Il y a une peine pécuniaire également si si la victime se constitue partie civile. Mais alors vous, peut-être que votre dossier, il est pas, vous ne l'avez dit, votre dossier, il n'est pas encore totalement constitué. Mais qu'avez-vous envie de demander? Moi, je ne demanderais que ce que ma cliente me demande de demander en termes de réparation, en termes de défense de ses intérêts. Elle a été, à mon sens, et sur la base des preuves que nous avons, victime de violence. Et je demande que la loi qui prévoit et réprime ces types de violences, qui est notre code pénal, et parce que nous n'avons pas encore une loi spécifique sur les violences basées sur le genre au Mali, et c'est tout le sens du plaidoyer que je fais depuis longtemps. Et donc, je demande à ce que les infractions, au moins qui sont constatées, et que la loi pénale soit normalement appliquée. Alors, comment... que moi je demande. D'accord. Comment elle va, Mamacita? Comment elle se sent psychologiquement?
elle est beaucoup touchée par ce qu'elle vit. Je pense que le fait de sortir de ce dans quoi elle vivait lui a permis de réaliser encore plus ce que c'était. Et elle a besoin aujourd'hui d'un soutien moral. Je crois que pour ça, sa famille, ses amis et les associations qui militent pour les droits des femmes font ce qu'elles peuvent et elles sont à saluer. Et elle bénéficie donc d'une assistance judiciaire. Elle bénéficie d'une assistance médicale que les organisations internationales représentées au Mali ont bien voulu lui accorder. D'ailleurs, c'est l'une de leurs raisons d'être au Mali, puisqu'elles ont érigé des centres pour cela. Ils l'ont accueilli favorablement. Justement, madame, vous parliez des associations, Maître Nadia, vous parliez de la mobilisation. Est-ce que les femmes sont suffisamment mobilisées aujourd'hui? Est-ce que cette mobilisation continue pour soutenir Mamasso? Je peux vous dire que une pléthore d'associations, d'organisations, dont la Fondation ERA, dont je suis la présidente, sont mobilisées par rapport à cette affaire de Mamasso. Et ce n'est pas seulement pour Mamasso, mais c'est pour surtout dénoncer la recrudescence des violences faites aux femmes au Mali, la cruauté des types de violences et surtout le fait que ça intervient avec une certaine acuité dans cette période de crise mondiale sanitaire, mais aussi et surtout dans cette période de crise socio-politique que nous connaissons au Mali. Et donc c'est assez lourd à supporter. C'est aussi le cri pour réclamer enfin l'adoption de cette loi qui ne fait que dormir dans les tiroirs et à la limite, et ça c'est mon plaidoyer personnel, d'ériger un pôle judiciaire spécialisé, comme il en existe au Mali pour le pôle antiterroriste et le pôle économique, qui va s'occuper de ces questions et qui va donner une réponse judiciaire adéquate, à la limite urgente, aux différents cas de violence que nous rencontrons. Très bien. Que subissent les femmes. Dernière question. Je peux vous dire que cette mobilisation va se manifester samedi par une marche. Pour vous dire que s'il y a soutien, je pense que c'est l'une des expressions les plus belles. Pour Mariam Sow, pour toutes celles qui sont décédées sous les coups, parce que Mariam Sow, elle a eu beaucoup de chance, elle aurait pu en pâter, et pour toutes celles qui subissent en silence, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui ont peur de dénoncer, qui vivent vraiment dans cette retraite et dans cette contrainte émotionnelle, et qu'il faut aider, qu'il faut assister. Voilà. Dernière question, il ne vous a pas semblé un peu ambigu que malgré le caractère répétitif de la violence subie par votre cliente, qu'elle n'ait jamais songé à porter plainte? Vous savez, monsieur, il faut certainement comprendre c'est quoi les VDG. Et il faut comprendre l'impact psychologique et l'impact émotionnel que ce type de violence peut avoir sur un être humain qui y fait face dès son jeune âge. Il faut le comprendre aussi, surtout par rapport à l'environnement dans lequel la victime, qu'on appelle désormais la survivante, parce que celles qui ne sont pas mortes sont des survivantes, il faut comprendre son environnement. C'est un tout. Il ne faut pas se limiter à dire elle n'a pas dénoncé depuis longtemps. Pourquoi elle n'a pas dénoncé depuis longtemps? Qu'est-ce qui l'en empêchait et qu'est-ce qui l'effrayait? Bien. Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce que tout était à sa portée pour dénoncer? Est-ce qu'elle était dans la capacité de le faire? Est-ce qu'elle avait la possibilité de le faire? Mais je crois que la procédure nous dira un peu plus là-dessus. Et comme vous savez, une procédure pénale, elle a pour but aussi de faire jaillir la vérité. Et cette vérité que nous recherchons, nous aussi avocats, même quand nous sommes pour la partie civile,
Bien. Maître Nadia, avocate donc de Mariam Sow, elle était en direct ce matin chez les SG. Merci beaucoup et surtout bon courage du côté de Bamako. Au revoir.